Donc nous avons fini de faire le tour de la librairie Async.io, de ces mécanismes de programmation asynchrone qui sont offerts par Python. Et dans cette dernière vidéo, je vais simplement refaire le tour de toutes les petites choses que j'ai signalées comme étant des sources possibles d'erreurs et de frustration. Donc on va commencer par redire, pour une énième fois, qu'il faut être très attentif à faire la différence entre la fonction coroutine, qui lorsqu'on l'appelle retourne un objet coroutine qui ne fait rien. Hein, c'est exactement, pour vos souvenirs, ce qu'on a dit dans les semaines précédentes, c'est exactement la même chose que si je crée une fonction génératrice et que je l'appelle, j'obtiens un objet générateur qui peut être utilisé dans une itération, mais qui, en soi, n'a rien fait. Le fait d'appeler la fonction, ça ne fait rien. Donc je vais refaire un petit peu le tour pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Des différentes combinaisons possibles. Donc je me définis deux objets, une fonction normale, traditionnelle, qui s'appelle synchro, et une coroutine, une fonction coroutine qui s'appelle asynchro. Et maintenant, je regarde toutes les combinaisons. Je peux, depuis une fonction traditionnelle, appeler une fonction traditionnelle. Donc le cas numéro 1, c'est ce qu'on a fait pendant toutes les semaines de Python, ça c'est tout à fait normal. On peut imaginer qu'une fonction synchrone appelle une coroutine, mais en général, ça n'a pas de sens, donc là, faites attention. Et là, par contre, vous n'avez simplement pas le droit, d'un point de vue d'erreur de syntaxe, de faire un await à partir du code synchrone. Ça, c'est la première chose. Vous avez aussi, donc j'évalue ça, vous montrer qu'il y a fait effectivement une erreur de syntaxe. Vous avez aussi, dans l'autre sens, en partant d'un code asynchrone, bien, vous avez tout à fait le droit d'appeler une fonction synchrone. Faites attention simplement à ce que ce ne soit pas bloquant. Vous avez bien entendu le droit d'appeler une coroutine avec un await. Vous avez, au sens du langage, le droit d'appeler directement une fonction asynchrone ou de faire un await sur une fonction synchrone, donc les utiliser de manière à l'envers, on va dire. Mais la plupart du temps, c'est suspect, donc on va regarder ces cas-là un petit peu plus en détail. Donc le cas numéro 2, c'est le cas où une fonction normale appelle une coroutine sans faire de wait. Donc je vous donne un exemple que je vais exécuter dans un process externe, hein, pour qu'on voit bien, parce que d'habitude quand je suis dans un notebook c'est un petit peu confusant, on n'a pas forcément toujours le même sentiment et le même retour que lorsqu'on envoie un vrai programme à Python. Donc si j'invoque ce petit programme à Python, je vais avoir un avertissement qui me dit que ma coroutine, je l'ai créée, mais je ne l'ai jamais awaitée. Donc c'est ce qu'on veut, simplement, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ce message, il arrivera probablement très tard. Parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où on peut être sûr que vous ne ferez pas un await avec cet objet à un moment plus tard. Donc j'attire votre attention là-dessus. Le système s'efforce de vous donner un avertissement. Simplement, la plupart du temps, ça peut arriver un petit peu à contretemps. Donc je fais très rapidement le cas numéro 7, qui était exactement la même chose, mais à partir de code asynchrone. On a exactement le même message. C'est pour vous montrer, parce que ça n'a pas toujours été le cas en réalité, qu'on soit dans une boucle ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce message-là, cette situation-là, elle est notifiée de la même façon au programmeur. Je vois enfin le cas numéro 8. Donc le cas numéro 8, c'était que j'ai une coroutine qui fait un await sur une fonction synchrone traditionnelle. Donc là, à nouveau, on a tous les concepts pour comprendre que ça peut être une phrase légale. Si ma fonction synchrone renvoie un objet qui est un awaitable, c'est tout à fait légal. On en a déjà fait lorsque je vous ai montré les awaitables. Simplement, dans la plupart des cas, si vous êtes un utilisateur normal, lambda, que vous commencez à faire de Async.io pour faire une application, il y a de très fortes chances pour que vous ne fassiez pas ça. Donc, c'est un cas suspect. Je vous signale dans le module inspect que vous avez tout un tas de fonctionnalités pour calculer si un objet est une coroutine, un objet coroutine, un générateur. Donc, en particulier, vous avez, dans ce cas précis, une fonctionnalité qui s'appelle isAwaitable, parce que ce que vous voulez vérifier, c'est que l'objet renvoyé par synchro est bien un awaitable. Le deuxième écueil le plus fréquent, c'est d'écrire du code qui est trop bloquant. Alors quand je dis trop
trop bloquant, ça veut dire que dans une coroutine, vous ne rendez pas suffisamment la main. Donc je vous refais un exemple pour être bien clair là-dessus. Je vais mettre en parallèle deux coroutines, une qui est, on va dire, un bon citoyen, parce qu'elle va rendre la main régulièrement, c'est celle qui s'appelle Countdown, elle va nous écrire un point de temps en temps. Et puis une deuxième qui est, j'ai appelé Compute, pour simuler le fait que c'est un calcul bloquant. Donc cette fonction-là utilise uniquement time.sleep, donc elle ne rend pas la main. Donc si j'exécute le scénario, vous allez avoir, à un moment donné, lorsque je rentre dans la fonction compute, je n'ai plus que des x. On n'a pas du tout réparti le temps de manière homogène entre les deux. Donc pour adresser ce type de problème, vous pouvez par exemple, bien sûr vous pouvez reconcevoir votre code de manière à être plus... Il y a une astuce qui peut rendre service, c'est que vous pouvez faire quelque chose du style await async.io.sleep de 0. Donc ça veut dire en gros, vous ne perdez pas de temps, mais simplement vous rendez la main à la boucle dans l'hypothèse où quelqu'un d'autre aurait besoin du processeur. Donc si je fais cette fois-ci tourner le code, vous voyez que les deux tâches se mélangent bien comme on voudrait le faire. Enfin, il y a cette difficulté que nous avons déjà évoquée et qui est liée aux exceptions. Donc, je vais vous redonner un exemple. De nouveau, je vais exécuter ce code dans un Python séparé pour vous montrer un petit peu le type de retour que vous pouvez imaginer avoir. Donc, je fais un scénario dans lequel une de mes coroutines lève une exception. Là, ça va être un zero divide. Donc, si je lance ce programme, là, je vous montre le code, pardon. Si je lance le programme, vous allez obtenir un message qui est « Task exception was never retrieved ». Donc ça, c'est vraiment le type de symptôme qui est susceptible d'amener le plus de frustration quand on commence avec Async.io. Donc pour adresser ce genre de problème, l'environnement de développement Async.io vous offre un certain nombre d'assistances, notamment il y a un mode debug. Le mode debug se propose de vous donner plus de renseignements, bien entendu, puisque c'est un mode debug, mais se propose aussi de vous donner des informations un petit peu plus tôt dans le cycle. Bon, très clairement, ça vient avec l'habitude tout de même. Au bout d'un moment, il y a évidemment plus de problème. Mais je pense que pour les gens qui développent du code d'Async.io pour la première fois, ce sont les trois erreurs les plus fréquentes. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus pour vos premiers pas en Async.io. Donc voilà qui conclut ce que je voulais vous dire sur la programmation asynchrone en Python. J'espère vous avoir convaincu que c'est une technologie qui est d'abord intéressante, mais aussi utile, parce qu'on a de plus en plus affaire à des programmations de ce type, avec beaucoup de sources d'informations de toutes sortes à mélanger. Donc j'espère vous avoir donné les bases pour appréhender ce sujet, surtout si vous ne connaissiez pas du tout. Donc mon objectif, ça n'a pas été forcément de vous donner une connaissance fine de tous les mécanismes, d'autant qu'il y a très probablement des évolutions qui vont arriver dans ce domaine. J'ai vraiment essayé de vous donner vraiment le paradigme dans sa généralité, notamment parce qu'il est vraisemblable que c'est un sujet qui va pas mal évoluer dans les années qui viennent, parce qu'il faut se souvenir que ça n'a commencé que finalement il y a 2 ans. On ne peut pas vraiment dire qu'on ait une maturité avérée comme on peut l'avoir avec des tas d'autres domaines. Concernant les évolutions, je voulais vous signaler que rien que sur Async.io, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées, notamment la possibilité de faire un nettoyage. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des méthodes sur les tâches, des méthodes sur les boucles. Bon, tout ça a besoin, avec des noms qui sont quand même pas non plus très parlants, donc ça a besoin d'être un petit peu nettoyé. La doc a beaucoup besoin d'être améliorée. Mais au-delà de ça, il est important d'avoir en tête la différence entre le langage et la librairie, parce que moi je ne serais pas surpris si d'autres librairies venaient à concurrencer Async.io dans le futur. Enfin, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette semaine et je vous dis au revoir.